Parle avec Manuel Bompard, le député La France Insoumise de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous qui avez qualifié ce vote de victoire, vous nous direz ce que ça peut éventuellement changer. Mohamed, votre story ce soir. On connaît désormais les nouveaux détails du raid meurtrier de Christophe B. à Puget-sur-Argence qui a entraîné la mort d'Hichem Miraoui. L'auteur présumé des faits reconnaît l'intégralité des faits, mais pas les motifs racistes et terroristes. Patrick, votre édito. La polémique sur le laxisme supposé de la justice après les violences du week-end dernier qui ont accompagné la victoire européenne du PSG. Une partie du gouvernement plaide pour une série de changements dans la politique pénale, y compris dans le code pénal, pour punir plus sévèrement les casseurs, les pilleurs, les tireurs de mortier. On entend dans un instant la réaction de la procureure générale près la cour d'appel de Paris, Marie-Suzanne Lequéot, qui sera sur notre plateau. Laurent, dans le 5 sur 5. Depuis hier, 7 millions de visiteurs uniques se retrouvent orphelins de leur site préféré. Les géants de la pornographie ont quitté la France et refusent d'appliquer la loi et en l'occurrence de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. 7 millions de visiteurs uniques chaque jour. Mais ça n'intéresse que vous, non? 7 millions de personnes apparemment. Pierre, votre œil ce soir. Dans notre série Défendre le patrimoine matériel et immatériel de la France, ce soir, les restos routiers. Un livre de photos beau comme la vraie vie raconte les 700 routiers qui restent en France bien vivants. Et je pense que cet ouvrage devrait plaire à l'une de nos invitées. Vous avez raison, ça plaira forcément à Juliette Armanet qui, dans Partir un jour, on s'en souvient, formidable film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, incarne la fille d'un patron de resto routier, justement. Juliette Armanet, qui sera sur la scène de C'est à vous aux côtés du phénomène musical de l'année. Elle s'appelle Théodora. Elle était encore totalement inconnue il y a un an, mais son premier album a connu un succès viral inédit. Et elle réédite son album avec notamment des duos. Et Juliette Armanet en fait partie. Lucien Jean-Baptiste et Jamy proposent mardi sur France 2 une série d'expériences scientifiques adaptées à la télévision qui démontrent nos réflexes xénophobes inconscients. Cette émission, elle s'intitule « Sommes-nous tous racistes ?» On en parle longuement avec eux. Voilà pour le programme. En cuisine, Rebecca Beaufort, qu'on est ravis de retrouver. La chef propriétaire du restaurant Dante, c'est dans le 10e à Paris. Ça sent bon, ça sent la canette. N'est-ce pas, Bertrand? Tout à fait. Bonsoir Babette. Ce soir, canette cacahuète. Et ça va être très chouette. Vous me le confirmez, Rebecca? Canette, c'est ça, fumée au sarment de vigne, sauce cacahuète, médilo et asperges sauvages. Merci beaucoup. Bonne émission, Babette. Merci à tous les deux. À tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. 2 ans après la promulgation de la réforme des retraites, adoptée à l'époque, on s'en souvient, sans vote, grâce à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, les députés ont voté ce matin à la majorité une résolution réclamant son abrogation. Un vote avant tout symbolique. Brutale et injuste, cette réforme de 2023 est également la plus grande blessure démocratique depuis la négation du vote des Français lors du référendum de 2005. 2 ans après la promulgation de la réforme des retraites, nous vous invitons, chers collègues, à répondre à la question qui a été jusqu'ici confisquée aux représentants du peuple. La réforme des retraites Borne-Macron doit-elle, oui ou non, être abrogée? Votant 233, exprimé 233, majorité 117 pour 198 contre 35. L'Assemblée nationale a adopté. Dès la fin de ce vote, Manuel Bompard, vous avez célébré sur X une victoire. De quelle victoire s'agit-il, puisque la réforme des retraites va toujours s'appliquer jusqu'à nouvel ordre? C'est déjà l'opportunité pour la première fois que l'Assemblée nationale puisse se prononcer précisément sur la question de savoir s'il faut reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Puisque la dernière fois, ce débat parlementaire avait été interrompu par un 49.3. Et depuis, à de multiples reprises... Il y a un vote quand même sur le 49.3. Non, il n'y a pas de vote sur le 49.3. Si, il y a un vote sur l'engagement de responsabilité du gouvernement. Je vais vous expliquer, si vous voulez, comment ça fonctionne. Non, je ne crois que vous ne le savez pas, sinon vous ne diriez pas ça. Il y a un 49.3, et dans le délai, les députés peuvent protester contre le 49.3 en déposant une motion de censure. Et ensuite, cette motion de censure peut être votée ou ne pas être votée. Mais sur le 49.3 lui-même, il n'y a pas de vote. Il y a des votes ensuite sur une motion de censure. Non, mais c'est important d'être précis. Donc, il n'y avait pas eu de vote précis sur le texte. Il n'y avait pas eu la possibilité de savoir s'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour approuver ce texte. Il y a eu une majorité pour faire tomber le gouvernement parce qu'il refusait ce texte. Il n'y avait pas eu de majorité à l'époque pour renverser le gouvernement, mais il n'y avait pas eu la possibilité d'exprimer si oui ou non il y avait une majorité de députés pour voter en faveur de ce texte-là. Et depuis, M. Cohen, vous aurez remarqué qu'à plusieurs reprises, des députés, dans une niche parlementaire, ont proposé des propositions de loi pour
abroger la réforme des retraites. Et à chaque fois, ces textes de loi, ces possibilités-là ont été empêchées par le gouvernement et par les députés de la majorité qui ont déposé beaucoup d'amendements pour qu'on n'ait pas le temps d'aller au bout de l'examen d'un texte parlementaire. Ça, c'est pour rappeler ce qui s'est passé pour l'instant. Alors là, c'était un vote sur une résolution, donc ce n'est pas un vote d'abrogation, c'est un vote sur le principe d'abroger cette réforme. Et ça a permis de faire la démonstration qu'une majorité des députés aujourd'hui était en faveur de ça. Mais qu'est-ce que vous espérez? C'est de réanimer la contestation, de remobiliser l'opinion publique? Moi, j'espère que... J'oserais espérer que dans une démocratie, le gouvernement tienne compte de l'avis exprimé par une majorité des députés. Je dois reconnaître avoir un certain doute sur le fait que ce gouvernement ait l'intention de le faire. Mais nous, vous savez, quand la réforme des retraites a été passée en force par 49.3, à l'époque, nous avions dit nous n'abandonnerons jamais ce combat pour l'abrogation de la réforme des retraites. C'est une étape, évidemment, c'est pas fini. Et par la mobilisation sociale ou lors des prochaines échéances électorales, évidemment, on portera... des retraites n'a servi à rien, c'est pas un levier possible. Le conclave des retraites devrait se clore le 17 juin prochain. Mais le conclave des retraites, dès sa mise en place, il n'y avait pas besoin d'être extrêmement intelligent pour comprendre qu'à partir du moment où vous mettez autour de la table l'ensemble des représentants des syndicats de salariés et l'ensemble des syndicats du patronat, et que le patronat y est opposé, et que vous dites qu'il faut qu'il y ait unanimité autour de la table pour qu'il puisse en sortir quelque chose, évidemment, il ne pouvait pas en sortir l'abrogation de la réforme des retraites. Donc ça sera un enjeu de mobilisation et un enjeu des prochaines échéances électorales. Moi, je dis aux gens qui nous écoutent, si la prochaine fois, aux prochaines élections nationales, vous votez pour un candidat de la France insoumise, il portera cet engagement, il le mettra en œuvre d'abroger la réforme des retraites. Hier, le Parti socialiste, tout comme les LR, ont refusé de s'associer à la motion de censure que vous aviez déposée avec les écologistes. Elle a donc été largement rejetée. François Bayrou vous a d'ailleurs reproché d'être dans la tactique méthodique et constante de l'obstruction. Là aussi, on est dans le symbole. Le gouvernement ne pouvait pas être renversé. Non, mais on n'est pas dans le symbole, on est dans le travail qui est le nôtre. Monsieur Bayrou dit symbolique, c'est ça les termes que vous avez employés, mais c'est pas symbolique. Nous sommes une opposition, nous faisons notre travail d'opposition. Et là, en l'occurrence, nous avons déposé une motion de censure, puisque la semaine dernière à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas pu débattre d'un texte très important qui vise notamment à réintroduire un pesticide, un néonicotinoïde, qui est un pesticide dangereux pour la biodiversité, qui tue des abeilles, qui est un pesticide dangereux pour la santé. Le directeur de l'agence sanitaire, l'ANSES, dit de ce pesticide que c'est le chlordécone de l'Hexagone. Le chlordécone, c'est ce pesticide qui, dans les Antilles, se retrouve encore, alors qu'il est interdit depuis des années et des années, se retrouve encore dans les terres, dans le sang des individus. Sur le néonicotinoïde dont on est en train de parler, il y a une étude qui a été publiée ce matin par le journal Le Monde sur le fait qu'on en retrouve dans les eaux de pluie au Japon. C'est pas l'avis de l'agence européenne et d'autres agences sanitaires en Europe. Mais c'est de l'avis de nombreux scientifiques et personne ne conteste que ça détruit largement la biodiversité, que ça tue des abeilles. Or, aujourd'hui, vous savez, 3/4 des surfaces agricoles à l'échelle mondiale qui sont pollinisées par les abeilles. Donc, à un moment, il faut être un peu intelligent. Si on veut avoir une agriculture demain qui puisse continuer à fonctionner, on ne favorise pas l'utilisation de produits qui détruisent des pollinisateurs. Quant à la question de la santé humaine, Monsieur Cohen, si je vous parlais tout à l'heure du chlordécone, vous savez, à l'époque, les agences sanitaires, elles disaient que c'était pas dangereux, le chlordécone aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé... Non, pas tout à fait, c'est pas la même époque et c'est pas les mêmes contrôles. C'est pas la même époque. C'est pas les mêmes contrôles. C'est pas la même époque, mais pendant des années et des années, on a dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de difficulté. Aujourd'hui, on s'en mord les doigts. Je ne dis pas que c'est bien, je souligne juste que les autres pays européens autorisent ce produit et que l'agence européenne dit il y a une incertitude qui fait que pour l'instant, ça n'est pas interdit. C'est pour ça qu'on a inventé un principe. Monsieur Cohen, c'est pour ça qu'on a inventé un principe de précaution. Oui. Et que quand il y a une incertitude, on est prudent. Quant au fait que les autres pays l'autorisent, vous avez tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle, parce que moi je comprends quand les agriculteurs disent il y a un problème, c'est que les autres pays l'utilisent. C'est la raison pour laquelle nous, dans le débat à l'Assemblée nationale en commission, parce qu'en commission on a pu en débattre, on a fait une proposition simple, c'est d'appliquer ce qu'on appelle une clause de sauvegarde sanitaire. On refuse d'importer des produits qui sont produits ailleurs en utilisant ce pesticide. Et alors on protège la santé, et alors il n'y a pas de concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Je reviens à la politique et à la situation de la gauche, puisque les militants socialistes, vous le savez, tranchent aujourd'hui le duel incertain entre les deux prétendants au poste de premier secrétaire, Olivier Faure, le sortant d'un côté, Nicolas Maillé-Rossignol, le maire de Rouen de l'autre, deux adversaires qui parlent de cette façon, de vous, de leurs anciens partenaires, si je puis dire, au sein du NFP, la France Insoumise. Je souhaite que toute la gauche qui refuse l'alignement sur Jean-Luc Mélenchon puisse se retrouver. Jean-Luc Mélenchon est un candidat
qui est parfaitement capable d'atteindre effectivement des scores importants sur un premier tour. Mais chacun le sait bien, il est celui aussi qui au second tour est le plus mauvais candidat pour la gauche parce qu'il est celui qui coalise la droite avec l'extrême droite. Il n'y aura pas d'alliance effectivement avec LFI. La radicalité, c'est pas l'extrémisme, c'est pas le populisme, c'est pas la fracturation de la société. Tant que Jean-Luc Mélenchon et la direction de LFI dominent la gauche perdra. Est-ce que vous diriez, comme la phrase historique du communiste Jacques Duclos en 69, que c'est blanc bonnet, bonnet blanc? Dans le vote du Congrès socialiste, au vu de ce que vous venez de passer comme extrait, évidemment, les deux disent des choses extrêmement similaires. Et quelle que soit la décision qui sera prise par les militants socialistes ce soir, ça sera une décision de division, puisque ça sera une décision... Elle n'est pas déjà actée, la division on va dire que le nouveau Front populaire, le Parti socialiste, l'a déjà bien amoché, on va dire. Mais évidemment, le résultat de ce soir sera... en quelque sorte la confirmation de la rupture par le Parti socialiste de sa participation au nouveau Front populaire. Nouveau Front populaire qui a permis quand même, il y a un an, après la dissolution de l'Assemblée nationale, de finir en tête des élections législatives, je le rappelle. Donc du PS, vous n'attendez plus rien, pardon. Du PS, vous n'attendez plus rien. De la direction du Parti socialiste, je prends acte, si vous voulez, de cette situation et je la regrette. Mais c'est comme ça. Et ça va se traduire comment dans les prochaines échéances électorales? Municipales, notamment. C'est eux qui disent ça, donc c'est eux qu'il faut leur poser la question. C'est-à-dire que vous savez... Mais nous, les Insoumis, en fait, nous avons toujours été extrêmement clairs. Nous avons toujours dit nous sommes pour rassembler, nous sommes pour l'union autour d'un programme qui est un programme de rupture. C'est ce que nous avons... Mais non, pas le nôtre. Madame, le programme de la NUPES ou le programme du nouveau Front populaire... Il ressemble beaucoup à l'Humain d'abord. D'accord, c'est vrai. Mais il ne s'appelle pas l'Humain d'abord, notre programme. Ça, c'était en 2012. Ça s'appelle l'Avenir en commun. Mais c'est pas grave. Vous suivez ça depuis longtemps. Une élection de retard. Mais vous savez, le programme de la NUPES, il a été approuvé par les socialistes, les écologistes, les communistes. Personne ne leur a imposé. Donc effectivement, il y a une décision aujourd'hui qui est une décision de rupture. Moi, il me semble quand même que quand on a été élu il y a un an sur des engagements programmatiques, la moindre des choses, c'est de rester fidèle au programme qu'on a défendu. Parce qu'après, on s'étonne que les gens n'aillent pas voter aux élections, se disent que de toute façon, les responsables politiques font des promesses au moment des élections, ne les respectent pas après. C'est vrai que si au bout d'un an, on prend le programme, on le froisse et on le jette à la poubelle, ça pose un vrai problème de confiance. Et nous ne sommes pas des gens qui faisons des promesses au moment des élections, qui font l'inverse une fois qu'ils sont élus. Donc on reste fidèle au programme qu'on a défendu et on continuera d'être fidèle à ce programme et on le portera avec toutes celles et ceux qui veulent le porter. Et manifestement pas avec la direction du Parti socialiste. Les grands choix du budget 2026 seront dévoilés à la mi-juillet. Le gouvernement doit trouver 40 milliards d'euros s'il veut respecter ses objectifs de réduction du déficit public l'année prochaine. Donc la grande question, c'est bien sûr où est-ce qu'on trouve cet argent? Question posée ce matin au ministre de l'économie Éric Lombard qui repousse encore les hausses d'impôts. Nous voulons la stabilité fiscale, nous voulons la stabilité des prélèvements obligatoires. Donc en fait, ce que nous avons en France, c'est pas un problème de prélèvements obligatoires, de niveau d'impôt. Il ne s'agit pas de les augmenter. C'est un problème de dépenses publiques. Vous l'avez dit vous-même, 1700 milliards. Et ce qu'il faut effectivement, c'est stabiliser la dépense publique. Mais donc ce matin, vous nous dites, non, il n'y aura pas de hausse d'impôt dans le budget 2026. Point final. Il n'y aura pas de hausse d'impôt d'ensemble. Pas de hausse d'impôts d'ensemble. Le Fonds monétaire international a averti qu'il y aurait des décisions difficiles à prendre en France si on veut rétablir ses finances publiques. Donc on a l'impression qu'on va à un moment pas pouvoir échapper à ces hausses d'impôts. Quand on sait que la TVA sociale est la première source de recettes fiscales en France, elle a drainé 200 milliards d'euros. La TVA, non, la TVA tout court. La TVA tout court, pardon. Est-ce que la piste de la TVA sociale, c'est ce à laquelle je pensais, est une bonne piste ou pas? Vraiment, le chiffon rouge. C'est une piste qui serait scandaleuse. Financer les problématiques liées au déficit aujourd'hui de la sécurité sociale en particulier par l'augmentation de la TVA, c'est la décision la plus injuste que vous pouvez prendre. Vous savez, la TVA, pour les 10% les plus pauvres, c'est à peu près 12,5% de leur budget. Pour les 10% les plus riches, c'est 5% de leur budget. Précisément, tout le monde le comprend parce que tout le monde paye le même taux de TVA, quels que soient ses moyens. Donc ça serait vraiment une décision qui serait une décision irresponsable. Contrairement à ce que disait M. Lombard dans l'extrait que vous venez de passer, ce n'est pas vrai de dire que le déficit aujourd'hui est dû à un problème de dépenses publiques. Il est dû à un problème de pas suffisamment de recettes. Et c'est pas seulement moi qui le dis. Vous savez que si on était resté au même niveau en termes de recettes, en pourcentage du PIB, que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en France en 2017, aujourd'hui on aurait un déficit inférieur à 3% du PIB en France. Pourquoi? Parce que depuis 2017, on a très patiemment, M. Macron a supprimé des recettes, a fait des cadeaux aux plus riches, aux grandes entreprises, aux grandes multinationales. Et aujourd'hui, il vient nous voir et il nous dit j'ai fait des cadeaux, c'est à vous de payer la facture.
Eh ben moi, je ne suis pas d'accord pour que ce soit le peuple qui paye la facture des cadeaux d'Emmanuel Macron aux plus riches et aux grandes entreprises. Enfin, il a fait des cadeaux, il a voulu garder les plus riches en France. Aujourd'hui, la France est un des pays les plus attractifs. Enfin, non. Pardon, excusez-moi, mais vous confondez deux choses. D'un côté, ce qu'on appelle les investissements étrangers, et y compris sur ce sujet-là, les chiffres avancés par le président de la République et la Macronie ne sont pas justes, on pourra y revenir si vous voulez. Et ensuite, la question de la fuite fiscale, de ce qu'on appelait la fuite fiscale. Quand Emmanuel Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, il nous a dit que ça va permettre de faire revenir des gens qui partent. Mais madame, ça a été évalué l'impact de cette réforme. Et ça a montré que ça n'a pas fait revenir des gens. Donc ce n'est pas vrai. C'est une décision qui n'a servi à rien. Et ça a été un cadeau, un chèque qui a été fait aux plus riches de ce pays, alors qu'aujourd'hui, vous avez une très grande majorité qui ne s'en sort pas. Donc c'est une décision totalement injuste. Donc il faut faire l'inverse. Moi, vous voulez 40 milliards ? Je ne vais pas être très long. Je propose deux mesures. La première, c'est ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est l'impôt sur les milliardaires. C'est de faire en sorte que les milliardaires payent au moins un impôt équivalent à 2% du patrimoine. C'est une recette estimée à 14-15 milliards d'euros, ça touche 147 personnes en France. La deuxième, c'est l'impôt universel sur les multinationales. Quand une multinationale fait de l'évasion fiscale, va déclarer ses bénéfices au Luxembourg, vous l'imposez au regard de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire vous l'imposez en France. Recette estimée 25 milliards d'euros. 15 plus 25, ça fait 40. Vous les avez et vous laissez tranquilles les gens. Enfin, oui, je ne parle pas à vous, monsieur Cohen. Ils seront partis. Hein. Mais qui va partir ? Ils seront partis. Qui va partir ? Non, mais vous dites la suppression de l'ISF, ça n'a fait revenir personne. Là, vous n'allez pas garder grand monde. Hein. Monsieur Cohen, vous trouvez éthiquement compréhensible que des entreprises... Attendez, parce que là, je vous ai parlé de deux mesures, dont une, c'est ce qu'on appelle l'impôt universel sur les entreprises. C'est-à-dire... Oui, il est universel, mais il est français. Non, attendez. Des entreprises qui font leur chiffre d'affaires en France et qui ensuite évacuent une partie de leur chiffre d'affaires en allant déclarer leurs bénéfices au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts. Vous trouvez ça normal, sincèrement ? Non. Alors vous pouvez être d'accord avec une mesure qui n'est pas une mesure qui va mettre davantage à contribution les entreprises, qui va juste leur demander de régler la part de l'impôt qu'elles doivent régler en France. C'est quand même la moindre des choses de faire ça. Quant à l'impôt sur le 2% sur le patrimoine des milliardaires, vous savez quel est le seuil de rentabilité du patrimoine des milliardaires aujourd'hui en France ? C'est entre 5 et 6%. Ça veut dire que chaque année, les milliardaires, leur patrimoine, il augmente de 5 à 6%. Même si vous leur prenez 2%, M. Cohen, ils vont continuer à s'enrichir. Vous voyez ? Donc ça va. Je pense qu'ils peuvent quand même donner un petit coup de main, contribuer. On est dans une situation difficile. C'est pas absurde de mettre à contribution 147 personnes qui font partie des gens qui ont vu leur fortune doubler depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Vous pouvez l'entendre, cette demande de justice sociale et de justice fiscale. Je pense que vous pouvez l'entendre. Vous l'avez formulé en tout cas ce soir sur le plateau. Autre annonce du ministre de l'économie, la suspension dès cet été du dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov'. Éric Lombard met en avant un encombrement des demandes et aussi un excès des fraudes. Il évalue par exemple à 16 000 dossiers suspects, soit 12% du budget prévu, ce dispositif, ce qui serait beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est du bon sens ou est-ce que la pénalité que ça représente pour ceux qui ont déjà engagé des travaux devrait faire qu'on laisse les choses en l'état ? C'est une décision irresponsable de revenir sur la prime Rénov', alors que tout le monde sait les efforts qu'on doit faire en termes d'efficacité énergétique si on veut être à la hauteur de notre trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'année dernière, déjà, les crédits de la prime Rénov', ils ont été largement diminués. Il y a eu 40% de rénovation énergétique en moins. Or, si vous voulez respecter vos objectifs de changement climatique, vous êtes obligé de rénover des... Il ne fallait pas supprimer les ZFE non plus, alors. Attendez, si vous voulez, après, on revient sur les... C'est pas le changement climatique. Oui, c'est la qualité de l'air. C'est la qualité de l'air. Mais si vous voulez, vraiment, je veux bien vous répondre sur les ZFE. Je veux juste vous dire, sur la prime Rénov', c'est irresponsable. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans une longue série de reculs en matière écologique, de coupes dans le budget de l'écologie, et ça en fait partie. Et c'est vraiment une décision qui sera catastrophique. Si vous voulez maintenant qu'on parle 2 minutes de la question des zones à faible émission. Vous savez, moi, je suis député d'une circonscription à Marseille, vous l'avez dit tout à l'heure, la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Sur ma circonscription, il y a un arrondissement, le 3e arrondissement de Marseille, qui est l'arrondissement le plus pauvre de France. 50% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Et cet arrondissement, il est inclus dans la zone à faible émission à Marseille. Elle était en vigueur, la zone à faible émission à Marseille ? Ils ont commencé à la mettre en œuvre. Non. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Ce qui n'a pas été rentré en vigueur, c'est le fait que les nouveaux critères... Critère 3. Oui, mais pour le critère 5 et pour le critère 4, M. Cohen, c'est en vigueur. Oui. Voilà. Quelle année de fabrication des voitures sur le critère 5 et critère 4 30 ans. Je ne sais pas les chiffres en détail. Mais oui, d'accord, monsieur. Mais franchement, je crois que vous vous rendez vraiment pas compte. Allez faire un tour dans cet arrondissement, allez rencontrer des gens qui n'ont pas les moyens et qui veulent aller travailler, qui, dans cet arrondissement, n'ont pas de métro, n'ont pas de tramway.
qui, en fait, n'ont pas d'autre option et qui se retrouvent obligés de rester chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture. Donc évidemment qu'il faut lutter contre la pollution de l'air dans les centres-villes, mais en développant les alternatives. Et une fois que vous avez développé les alternatives, alors vous pouvez avoir des mesures qui soient des mesures contraignantes. Mais si vous commencez par les mesures contraignantes, c'est une zone d'exclusion sociale. Donc c'est pas une mesure écologique, la ZFE, c'est une mesure d'exclusion sociale. Moi, je suis pour l'écologie, mais je suis contre l'exclusion sociale. Vous restez avec nous, d'autres sujets à vous soumettre, notamment dans la story de Mohamed Bouafsi. غادي نلعب ناخذ لي حق ولدي ضربه شك 5 ضربات ضربه 5 ضربات عليه وليدي كيكه صغير انا عندي 15 سنه تو نروح لما يمتي تو قلت له وليدي روح خلينا نعرس لك وليدي روح نفرح فيك ودمني حي كما هكا. C'est l'histoire d'un drame qui bouleverse la France. À Puget-sur-Argens, samedi soir, Christophe B., alors en état d'ébriété, est excédé par une fête dans son lotissement. Depuis un mois, il ne cesse de répéter qu'il en a marre des immigrés dans son bâtiment. Il monte alors dans sa voiture et va abattre froidement son voisin qui rentrait chez lui. Christophe B. va tirer 5 fois sur Hichem Miraoui, alors au téléphone, en visio avec sa mère et sa sœur. نص نتاع الليل طلب امي يفدلك ويلعب ويعمل هكا ديما كي يرى امي يبدا يخزر لها هكا بينو يعمل هكا في حوايج ويضحك في امي فهمت هكاكا والباب دق ما سمعنا شيء احنا نسمعوا كان نخزروا كان التليفون طاح من يده عيطنا يا هشام قعدنا باتين وقت اللي طاح في القاعه قعد كل مرة معنا كرتوش نسمعوا كان اي اكهو. Christophe B. va alors continuer son périple sanglant. Il tire à plusieurs reprises sur les fenêtres de l'un de ses voisins avant de tenter d'en abattre un autre. Toujours en voiture, l'homme de 53 ans va foncer contre un homme kurde. Il le bloquera contre un mur avant de tirer à 4 reprises sur lui. On est sorti avec des bâtons pour se défendre. L'individu était dans sa voiture. Je pense qu'il rechargeait son arme. Il a commencé à rouler vers moi en voiture. Quand j'ai vu l'arme, j'ai crié en disant non, non, non. Et il a tiré à 4 reprises, sans rien dire. Physiquement, ça va, mais psychologiquement, je ne me sens pas bien du tout. Il suffit que j'entende le bruit d'une voiture et j'ai peur. Je me suis défendu avec mes mains. Si je n'avais pas eu mes mains, je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. J'ai fui mon pays pour être en sécurité. Et aujourd'hui, je suis en France et je fais face à du racisme. Christophe B. aura donc tué Hichem Miraoui, laissé un blessé grave et plusieurs habitants en état de choc. Avant l'attaque, ce chaudronnier sans emploi va publier une vidéo où il appelle les Français à se réveiller et, je cite, dire stop aux islamistes avant d'ajouter « Ce soir, on fait un carton ». Il publiera 4 autres vidéos après l'attaque avant d'être arrêté vers 5 h du matin. Il revendique, je cite, avoir dégommé les 2-3 merdes qui étaient près de chez lui. À Puget-sur-Argens, plusieurs habitants dénoncent un climat de haine contre les étrangers. Ça a été un choc, un gros choc, parce que ça fait 5 ans que c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours, à qui on dit bonjour tous les jours. Mon conjoint se faisait coiffer chez lui. Enfin. À Puget, c'est pas des choses qui arrivent, donc c'est un peu compliqué. Surtout lui. C'était un mec bien, très très bien. Et franchement, bon, j'ai pas le mot. Ici à Puget, Fréjus, il y a plein de racistes. Tu vois les regards des gens, t'entends parler. De toute façon, ici, ils n'aiment pas les Arabes et les Noirs. Tu te sens pas en sécurité. Christophe B. reconnaît les faits mais conteste toute motivation raciste ou terroriste. Le parquet national antiterroriste a ouvert une information judiciaire pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et demande aujourd'hui sa mise en examen, une décision attendue par les avocats des victimes. C'est quelque chose d'historique. Jusqu'à maintenant, le parquet national antiterroriste avait cette tendance à ne pas retenir de qualification terroriste, à ne pas terroriser, entre guillemets, les actions de l'extrême droite. On considérait, on arrivait toujours à trouver une excuse aux personnes d'extrême droite, des problèmes personnels, des problèmes extérieurs, et on faisait, à mon sens, tout pour ne pas retenir cette qualification. À Puget, ils sont nombreux à regretter le climat politique et la libération de la parole sur les étrangers. Dans l'une des vidéos, Christophe B. lâche « Jean-Marie Le Pen nous l'avait dit qu'on serait dans la merde, on est dans la merde » avant d'ajouter « Je ne suis pas pro-RN, mais voilà, si Marine Le Pen et Jordan Bardella passent pas, les mecs, en 2027, réveillez-vous ». Ce matin, Sébastien Chenu a rappelé qu'il ne se sentait pas visé par les accusations d'incitation à la haine et au racisme après la mort de Hichem Miraoui. Nous le condamnons fermement et nous ne nous sentons pas visés pour une simple et bonne raison, c'est que l'entièreté de notre combat ne repose pas sur l'opposition entre les races, entre la classification entre les hommes et les femmes selon leurs origines. Mais nous ne sommes pas des ultras, nous sommes des militants patriotes. Nous considérons que c'est la nation qui est le creuset de l'appartenance républicaine, quelle que soit encore une fois sa religion, sa couleur de peau, son origine, sa condition sociale. Manuel Bompard, est-ce que selon vous, il existe en France un climat global qui pousse aux actes racistes et islamophobe? Évidemment et malheureusement.
D'abord, je vais dire évidemment mes condoléances, mon soutien à la famille de Hichem Miraoui et à cette deuxième personne qui a été blessée. Je sais que la famille organise à Marseille, d'ailleurs, dimanche matin, une marche blanche en hommage, et j'appelle tous les citoyennes et les citoyens à y participer. Et oui, malheureusement, ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte de stigmatisation, de paroles blessantes, y compris jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Quand M. Retailleau a des propos classant les Français en disant il y a des Français de papier, et puis il y en a d'autres, en disant qu'il y a une partie des Français, je cite ces termes, qui sont en régression vers des origines ethniques, c'est ce qu'a dit M. Retailleau, c'est un propos raciste, et qui est tenu par celui qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Quant à M. Chenu tout à l'heure, est-ce que j'ai besoin de rappeler ici sur ce plateau que, contrairement à ce qu'il dit l'année dernière pendant les élections législatives, cette personne proposait d'interdire certains emplois à des Français parce qu'ils ont une double nationalité. Donc quand il dit que lui ne classe pas les gens en fonction de leur origine, etc., ce n'est pas vrai. Et ce n'était pas juste des gens qui le soutenaient. C'était lui et sa famille politique qui faisaient cette proposition. Oui, c'était l'ancien programme du Rassemblement. Ah, mais il a été défendu, y compris au moment des élections législatives. Par erreur, ont-ils dit. Ah, bah moi j'ai fait un débat face à Jordan Bardella où il a défendu cette proposition. Donc vous voyez, à un moment, ce contexte-là, et moi je veux dire ma solidarité à toutes les personnes qui vivent très mal cette situation, j'en rencontre beaucoup, et leur dire que c'est pas la France ça, et que les Françaises et les Français ils luttent contre le racisme, et que quel que soit l'endroit d'où on vient, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, on a besoin de construire notre beau pays ensemble.